Salut à tous et bienvenue sur le petit plateau pour un numéro qui va être consacré à l'E3 qui a lieu ce vendredi. Et pour discuter avec moi, la Dream Team habituelle, j'accueille les Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard Ah, des podcasts vélo, Alexis et Romain. Bon, vous le prenez dans le sens que vous voulez, les gars. Ça va, vous bah, allez bien, les moi, gars? salut, ça va? Salut, salut. Comme je disais, on va parler de l'E3 ici. L'E3, ça vient vite, c'est déjà vendredi. Et cette course va être intéressante comme chaque année. On l'attend impatiemment. En tout cas, moi, je l'attends Mhm. impatiemment. Je vais attendre vos réponses, mais à plusieurs égards. Et une des raisons qui fait que je l'attends, c'est que ça va être le premier duel 2024 entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, bien évidemment. Mais ce sera aussi plus que ça, parce que finalement, quand on regarde la start list, c'est certainement le premier affrontement entre tous les hommes qui visent ces classiques pavés. Ils seront tous là, et je ne pense pas qu'il en manque. Et pour illustrer ce propos, en fait, je vous propose un petit jeu très simple. Je vais vous demander votre liste, vous, des 5 meilleurs Flandriens en activité. Bah, écoute, moi, je vais commencer du coup par mon premier. Et ceux qui me connaissent savent à quel point ça va être compliqué pour moi de le dire. Le premier, bah, pour moi, c'est Mathieu Van Der Poel. C'est le Flandrien ultime. Je pense qu'il allie puissance, agilité, tactique. Ouais, il vole sur les pavés. Pour moi, sur les pavés, il vole parce que aussi on parle de pavés, de mon pavé et pas que de secteur pavé. Et je pense que si on prend tout en considération, c'est lui qui est le plus fort. Pour éviter une rébellion en commentaire, je vais mettre Tadej Pogacar en numéro 2. Mais je le mets devant mon numéro 3 et vous savez qui est mon numéro 3. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait sur le Ronde, j'ai jamais vu ça. Ce qu'il fait sur le Vieux Quarmont, a priori, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul au monde à pouvoir faire ça. Mais tout de même, je dois le dire. Premièrement, je pense que sur toutes les courses flandriennes qui existent, il y en a qu'1 voire 2 où il bat à coup sûr, mon numéro 3. Et deuxièmement, je suis pas certain que ce qu'il fait sur le Vieux Quarmont soit tant dû à ses qualités de Flandrien qu'à ses, qualités de puncher, de coureur surpuissant. Je pense que sur un secteur pavé, sur 80 des secteurs pavés, tu fais un contre-la-montre entre Van Aert et Pogacar. Van Aert est au-dessus. Mais pour ce qu'il nous a montré sur, le Ronde et le 3 l'année dernière, je dois le mettre deuxième. Troisième, du coup, je vais mettre Wout van Aert qui doit nous prouver cette année qu'il mérite la deuxième place, voire mieux sur, Paris-Roubaix. 4e, je vais mettre Mats Pedersen qui doit, pour moi aussi, encore prouver pas mal de choses, même si l'année passée, voilà, il a quand même montré sur les monuments qu'il était, un petit cran en dessous des fantastiques, mais qu'il était pas loin. Et 5e, c'est compliqué, je vais mettre Dylan van Baarle. C'est un beau top 5, et il y a forcément des similitudes avec le mien. Moi, je vais peut-être étonner, on va peut-être me taxer de chauvin, mais je vais quand Mmh. même mettre Wout van Aert en numéro 1 parce que je trouve que justement sur les classiques vraiment typés flandrienne, c'est le plus complet. On l'a déjà dit sur le petit plateau, là où Mathieu van der Poel est plus fort que Wout van Aert, c'est sur la on va dire sur la durée de l'intensité de l'effort. Sur un round qui, se court sur 260 bornes, là effectivement il est plus fort, mais sur des courses de 200 kilomètres et on va évidemment, y revenir après, sur vraiment le 3, à mon sens, Wout van Aert est un tout petit cran au-dessus de Mathieu van der Poel. Il est aussi normalement, en tous les cas, un tout petit peu plus rapide au sprint parce que toutes les classiques flandriennes ne se disputent pas que sur des monts flandriens, mais parfois aussi sur des profils un peu plus plats et moins pavés. Donc pour toutes ces raisons, je mettrais Wout numéro 1 et Mathieu van der Poel numéro 2, mais c'est vrai que c'est 2 gars qui sont au-dessus du lot, très clairement. Et alors, avant de dévoiler finalement les noms suivants, je vais juste dire qui je ne vais pas mettre, c'est Tadej Pogacar, justement. Mmh. Je n'ai pas envie de le mettre pour les raisons que tu as évoquées, justement. Pour moi, c'est pas un Flandrien, Je suis mais assez d'accord au final. il est tellement fort qu'on pourrait presque le mettre au-dessus des 2 que je viens de citer. On l'a vu sur le round qui est la plus dure des Flandriennes. On l'a déjà vu aussi sur d'autres courses, notamment le 3 l'année passée, où il est battu au sprint par Van Aert. Mais il est présent. Et donc, voilà, je- j'ai du mal à enfin, j'ai du mal à imaginer que Pogacar soit un Flandrien. Pour moi, c'est un coureur ultra complet, qui est avant tout un grimpeur, qui est un puncher et qui est tellement doué que finalement, même sur des pavés, ça passe, quoi. Peut-être que je le mettrai Flandrien le jour où il gagnera Roubaix.
Mais bon, voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Et donc, du coup, qui je vais mettre pour compléter ce top 5? Je vais mettre Mats Pedersen également. Je vais mettre Christophe Laporte parce que je trouve que sur les 12 derniers mois, pardon, en termes de palmarès, ou peut-être même les 24 derniers mois, c'est peut-être le meilleur de tous les autres, de tout le reste finalement. Mhm. Et alors, le numéro 5, j'ai vraiment, vraiment hésité. Et j'ai envie de partir sur la culture de l'instant. Je vais citer Tim Wellens, qui, alors peut-être que là je vais me trahir un peu parce que Wellens à la base n'est pas un Flandrien, mais je trouve qu'il s'est vraiment reconverti dans ce rôle. Et on le voit, Tim Wellens est jusqu'à présent le peut-être seul coureur qui, sur toutes les Flandriennes où il a pris part, a été à un moment en position de la remporter, de la gagner. Et donc, c'est juste pour ça que je le mettrais devant des gars comme Stefan Kung, qui reste évidemment un super Flandrien, mais on attend cette année-ci qu'il nous manque quelque chose. On a des Oyer Lascano qui ont montré déjà de belles choses, mais qui doivent confirmer malgré tout. Et puis alors, on a évidemment, et je ne doute pas que Damien va peut-être le citer dans son top 5, on a Arnaud Delis, hein, qui a une puissance phénoménale pour entrer dans ce top 5, mais qui doit en gagner une belle pour Mhm. pouvoir y prétendre, je trouve. Tout à fait. Eh ben, je crois que je vais vous étonner tous les 2. Alors Ah, d'abord, donc là où je vais peut-être étonner, c'est qu'il y aura pas Arnaud Delis et la première chose que je vais dire, c'est que je vais prendre les 5 mêmes noms exactement qu'Alexis. ok. Et là où je vais peut-être surprendre Alexis, c'est que, hem, j'entends ce que tu dis sur Pogačar, mais pour moi, Romain donc, mais pour moi, bien sûr, il est plus qu'un Flandrien, donc c'est bizarre de dire que c'est un Flandrien, mais pour moi, on peut pas le sortir de top 5 parce que, bah, tu vas le mettre sur des pavés et même le jour où il viendra à Roubaix, bah, ce sera un des gros outsiders donc voilà, j'ai envie de le mettre dans le top 5. Par contre, je suis sensible à ton argumentation et pour moi, je le mettrai 3e derrière Wout van Aert. Donc Attends. Mathieu Van Der Poel en 1 et Wout van Aert en 2. Par contre, là, il faut quand même que je réagisse avant la fin de ton top 5, Damien. Je sais ce Parce que que tu vas si, dire. parce que si moi je l'ai mis en 2 et pas en troisième, c'est pour que le petit plateau continue sur la longue durée et que tu quittes pas en furie l'émission, hein. Parce qu'évidemment, moi je suis d'accord de le mettre troisième, hein. Enfin, Non, mais vas-y. en vrai, j'entends aussi ton argumentation que finalement, s'il vient sur le run, je le mettrai plus favori Ouais. que à chaque fois qu'il va venir sur le run, pour moi, il sera plus favori que Wout. Mais après, globalement, sur les courses flandriennes, pour tout ce que Romain a expliqué, je peux pas mettre, Wout en dessous de Pogačar. Par contre, je le laisse un peu en dessous de Van Der Poel parce que, bah, Van Der Poel, il a quand même le sprint. Van Der Poel peut quand même toutes celles que Van Aert peut gagner, Van Der Poel peut les gagner Ouais, aussi, je tout à fait. pense. Ouais, Et Van ouais. Der Poel, il y a rien à faire, il gagne. Je suis désolé de dire ça pour Wout, mais Ouais, ouais, Van tout Der à fait. Poel, il gagne, donc voilà. Et alors, bah, en 4, Mats Pedersen. En 5, Dylan Van Barle. Ça ne vous surprendra pas. Vous savez comme j'aime bien Dylan Van Barle. Par contre, bien sûr, pour la place de même de 4, mais surtout de 5, il y avait plein de noms possibles, comme Romain Bien l'a sûr, dit, hein. ouais, tout à fait. Moi, j'ai fort hésité aussi avec Laporte et avec Kung. C'était les 2 autres noms qui revenaient le plus vite, mais on peut entendre, pas mal de noms finalement, hein. Mais c'est vrai que Laporte et Kung sont des coureurs qui sont très réguliers. Laporte gagne en plus, hein, il Mmh. faudrait voir un Laporte qui ne serait pas chez Visma, c'est toujours intéressant, ou un Kung qui serait chez Visma, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Mais c'est vrai qu'il y en a tellement d'autres. On parle de Visma, un Tige Benoît, hein, qui a montré aussi de très belles choses par le passé, vainqueur de Cure notamment l'année passée, qu'on ne voit pas trop Ouais. cette année. Et alors un autre gars aussi, tant qu'on en a cité les gens, c'est Tim Merlier, qui est souvent, je trouve, allez, sous-estimé. C'est-à-dire que de nouveau, c'est vrai que sur les classiques flandriennes les plus difficiles, il ne sera pas là parce Ah qu'il oui, c'est ça. ne sait pas enchaîner les monts. Mais sur toutes les courses comme Bruges, comme Bredene, comme la Knokkereux, on a vu son sprint de malade. Bah, s'il le fait une fois, ok, on peut dire, ah ouais, c'est un coup de bol. Oui, mais les Knokkereux, enfin, des courses pareilles, Monster et compagnie, ils les collectionnent. Donc sur les courses flandriennes qui sont euh, moins Ouais. difficiles, il est ultra présent. Donc c'est aussi à prendre en compte, mais effectivement, de là à le mettre dans le top 5, c'est compliqué, quoi. Ouais. Oui, parce que là, je vous ai vendu comme la dream team, mais tu viens de me flaguer ma transition. Parce que jusqu'à Timberlire, j'allais dire, et ils seront tous au départ vendredi. Donc c'était pour illustrer effectivement que le 3 va être le premier affrontement. Tous les hommes qui visent les classiques pavés. Merlire, je pense pas qu'il y sera, mais bon, c'est pas son terrain de jeu, comme tu viens de le dire, hein. Et donc voilà, et donc le 3, finalement, ici, on a choisi de faire un focus sur le 3, alors qu'il y a plein de belles classiques qui arrivent. Précisons qu'on enregistre le mardi soir, donc il n'y a même pas encore eu la panne. Donc là, on va enchaîner la panne, le 3, Go Weevil Game, à travers les Flandres, avant d'arriver vraiment sur les monuments. Donc il y a plein de belles courses. Mais le 3, elle a ce petit truc en plus. Ce petit truc en plus, peut-être parce que
elle prend des routes, il y a des similitudes avec le rund finalement. On a coutume de dire que c'est la répétition générale avant le rund. Moi, je préfère dire que c'est un petit rund, c'est une petite nuance, mais qui a toute son importance. Et Alexis, je sais qu'il voit déjà là où je veux en venir. Tout à fait. Donc, je vais te poser la question tout de suite, Alexis, on va pas faire traîner les choses. Est-ce que le favori de l'E3, c'est le favori du rund? Pas dans cette génération-ci. C'était souvent le cas par le passé, maintenant moins. J'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit. C'est vrai que Gand-Wevelgem, historiquement, est peut-être une course un petit peu plus prestigieuse que le 3, mais on voit dernièrement, pour moi, j'ai quand même l'impression que, dans l'esprit des coureurs actuels, la tendance s'inverse, que le 3 devient vraiment une course vraiment très prestigieuse. Maintenant, comme tu dis, dans cette génération de coureurs, la vérité de l'E3 n'est pas celle de du run, pardon, et particulièrement en ce qui concerne le duel Van Aert contre, Van der Poel. Romain l'a dit, le round, c'est 270 km, plus ou moins, 19 monts pavés, dont un enchaînement absolument colossal sur la fin du parcours, tandis que le 3, c'est 200 km, c'est 17 monts pavés et un juge de paix compliqué qui a des similitudes avec le round, mais qui globalement est moins exigeant que le round. Donc la différence, elle est où? C'est tout simplement le fait que Van der Poel, là où il fait craquer Van Aert, même si au final on a assez peu d'exemples, hein, mais généralement où il peut faire craquer Van Aert, c'est sur l'enchaînement très très compliqué de monts dans le final du round. Tandis que le 3, l'enchaînement est un petit peu moins compliqué, donc Van Aert va avoir plus de chances de tenir et de venir s'imposer au sprint. Donc oui, Van Aert va être favori de l'E3 pour moi, tandis qu'évidemment, Van der Poel va être favori du round. Maintenant, ça peut être différent cette année, vu que la préparation de Van Aert est différente, mais on n'en sait rien et on y reviendra probablement dans l'épisode sur le round. Ouais. Romain, tu es assez d'accord pour le favori de l'E3, c'est Van Aert pour toi? En tout cas, oui, oui, pour ces 2 têtes d'affiche, je mettrais effectivement, une pièce d'avantage sur Van Aert, comme je mettrais, tout à fait comme Alexis, une pièce d'avantage sur Mathieu Van Der Poel pour le round. Ouais. Et je vous rejoins assez. J'irai pas jusqu'à dire que le favori, c'est Van Aert, c'est vraiment presque du 50-50, Mmh. mais effectivement, autant ici, ça peut être du 50-50, voire du 51-49 pour Wout, autant sur le run de Mathieu sera quand même, un peu favori. Vous n'avez pas peur du bloc Visma? Bloc Visma auquel il faut donc retirer Christophe Laporte qui est malade, qui ne prendra pas le départ. Donc, j'ai noté du coup, je sais pas qui prend sa place, mais sinon on a Tratnik qui est, récent vainqueur du Newsblad. On a Jorgensen qui vient de gagner Paris-Nice, qui était très bon sur le 3 l'année passée, était 4e derrière les 3 fantastiques. On a Van Baarle qui gagne une grande classique chaque année depuis 3 ans. Et puis alors on a Benoît, tu l'as évoqué Romain, on ne sait pas trop quelle est sa condition et alors on a Affini et je ne sais pas qui donc va remplacer Laporte. Vous avez pas peur qu'il se retrouve piégé par le bloc? C'est une question qui revient souvent, je sais, on se répète un peu, mais Bah, moi, j'ai quand même envie de dire, j'ai l'impression que la tactique devrait probablement être différente. Je ne sais pas si elle le sera, dans le sens où, pour les raisons évoquées, juste avant, je me demande si Visma Lease a Bike aurait pas intérêt à tout faire pour que Van Aert roule le moins possible sur le run, pour s'économiser et donc envoyer des gens devant sans lui. Tandis que sur le 3, un peu à l'image de l'Omloop et de Kuurne, je me demande si Van Aert n'a pas tout intérêt à aller dans le bon groupe, avec ses coéquipiers. Voilà. Donc, je pense qu'ils vont venir, oui, en effet, venir durcir la course très tôt, mais que Van Aert sera dans le groupe de tête, contrairement au round. mmh Je suis assez d'accord. C on est dans une année, je ne vais pas dire spéciale parce que c'est déjà comme ça qu'on l'a présenté l'année passée, mais cette année-ci, plus que jamais, Wout van Aert veut gagner 2 courses, il veut gagner le Ronde et Roubaix et on a le sentiment que le 3 comme l'Omloop, il y a maintenant un mois, sont des courses de préparation pour ces grands rendez-vous et que, plus encore que la gagner, il veut se tester et moi, je ne serais pas surpris effectivement que rappelez-vous, hein, l'année passée, alors c'était pas lui, c'était Mathieu van der Poel de mémoire, mais le «bon coup» entre guillemets, avec van der Poel, Van Aert et Pogačar est parti à, je crois, 70 kilomètres de l'arrivée. C'était un truc de Sur le dingue. Tyenberg, hein. Je ne serais pas étonné qu'on ait, alors pas forcément, de tels chiffres, mais en tout cas qu'on ait effectivement une attaque de Van Aert, plus tôt, et que finalement chez Visma, plutôt que d'avoir une équipe qui travaille pour Van Aert sur le 3, on n'ait pas une équipe où il y a une carte blanche pour Van Aert, et puis alors, en fonction de comment la course va se débrider, voir un petit peu quels sont les coureurs de Visma qui vont à un moment ou l'autre pouvoir prétendre, à la gagne.
Euh, quand tu dis, Damien, est-ce qu'on a peur du bloc Visma? Effectivement, je pense que les premiers qui doivent avoir peur, c'est eux-mêmes, dans la mesure où c'est de nouveau pratiquement que des leaders. Quel est celui qui va rouler quand ils vont tous se faire piéger parce qu'il y aura Van Der Poel qui sera parti devant à 90 km de l'arrivée? Ça, ce sera la question. Et bon, il y a un fini, oui, d'accord, mais derrière, qui va rouler? Et c'est de nouveau ça, je pense, la grande inconnue chez Visma. Et du coup, ça me permet de dire aussi que finalement, quand on dit que Van Aert est peut-être le favori sur le 3, oui, le favori dans une année normale. Cette Ouais. année-ci, je ne suis pas certain finalement que ce soit le favori. Oui, je suis Ok. assez d'accord, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, je répondais à ta question entre Van Der Poel et Van Aert en 1v1, qui est le favori. Ben, contrairement à Ron, on peut dire 51-49 Van Aert. Mm. Maintenant, sur cette édition, pour plein de raisons, c'est vrai que Van Aert va peut-être pas forcément être le favori numéro 1. Ça, on verra quand on devra faire nos étoiles. Ouais, vous le savez, moi je suis partisan toujours, malheureusement pour Van Aert, d'une course offensive de la Visma quand on a un bloc pareil. Maintenant, si j'écoute ce que tu dis, Alexis, effectivement, il pourrait se retrouver devant avec ses équipiers. Après, le problème reste le même. Encore plus, à la limite, s'ils sont en surnombre dans un groupe Ouais, de, ouais. de 7 et que eux ils sont 3, bah, c'est à eux d'attaquer pour fatiguer les autres. Et donc, c'est peut-être le premier qui partirait. Et là, bah, vous savez que je pense inévitablement à Van Barle. Je vous ai dit, il gagne une grande course pavée chaque année. Et celle-là, il n'a pas encore gagné. Donc, pourquoi pas. J'ai une autre question, en fait, en vous écoutant, quand vous dites bah, peut-être pas cette année. Donc, ça sous-entend peut-être aussi que vous voyez quelqu'un d'autre peut-être pouvoir les accrocher, les deux grands favoris finalement. Euh, Derrière eux, on a tous cité Pogacar, il n'est pas là. On a tous mis surtout Mats Pedersen, si on bouge Pogacar pardon, de l'équation. Pedersen, ben, cette année, il a annoncé ses ambitions. Maintenant, il ne se cache pas, hein, il l'avait déjà dit avant San Remo et il vise maintenant vraiment les plus grandes courses. Euh, à Glasgow, sur les mondiaux, il a fait la course avec les Fantastiques, sans Mhm. prendre un coup d'avance, sans rien. Il a fait énormément d'efforts. Il a rivalisé, bon, pas avec Mathieu Van Der Poel, mais il a pas mal rivalisé avec eux tout au long de la course. Mais ça fait jusqu'ici un peu figure d'exception, finalement. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'accrocher? Alors, on ne parle pas du run d'ici, on parle de l'E3. Est-ce que vous pensez qu'il peut accrocher Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert sur un E3? Oui, en théorie, oui. Sur un E3, il peut le faire. Maintenant, pour moi, Pedersen, oui, il y a Glasgow. Oui, il y a le fait que quand il s'aligne sur une course où les Fantastiques sont pas là, l'écart entre lui et le reste est assez important. Mais j'ai quand même l'impression que l'écart entre lui et les Fantastiques, ce qu'on appelle les Fantastiques, reste important aussi. J'ai très rapidement été voir là, les confrontations directes entre Pedersen et Van Aert. Pourquoi j'ai pris Van Aert? Parce que c'est justement lui dont on a l'habitude de dire que sur les monuments, c'est plus compliqué et ces dernières années, sans doute à raison, c'est plutôt, à lui qu'on conteste la place de fantastique parmi les 6. Sur les grandes courses d'un jour, Van Aert mène 26-6 contre Pedersen et sur les monuments en plus mondiaux, Van Aert mène 10-3 contre Pedersen. Dans les 3, il y a le run de l'année dernière où Pedersen part avec 2 minutes 30 d'avance. Donc sur les grandes courses, j'ai quand même l'impression que, le niveau de Pedersen reste un petit peu, en deçà de celui des Fantastiques. On l'a encore vu sur Milan-San Remo, il a été très bon, c'était son meilleur Milan-San Remo, mais il était un peu en dessous et donc oui, il peut les accrocher, mais si, Van Der Poel et Van Aert accélèrent comme des maboules, sur le Tyenberg, Pedersen ne suivra pas, Ok. pour Je moi. suis assez d'accord. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense pas que Pedersen peut suivre. On dit même il peut les accrocher. Moi, j'ai même pas envie de croire qu'il peut les accrocher parce que les deux, peu importe, hein, que ce soit pas l'énorme objectif ou quoi, les deux, ils vont faire la course, hein, et s'ils font la course à 95%, c'est toujours de trop pour Pedersen, je pense. Donc, moi, j'y crois pas trop, malheureusement. Pedersen qui va rester peut-être le meilleur de tous les autres, hein, attention. Mmh. Mais comme tu le dis, il y a encore un gap, je pense, hein. Il y a effectivement un gap et je pense que là, tu as parlé de Glasgow, ben, à Glasgow, alors là, il n'a pas anticipé sur les meilleurs, mais c'est son équipe qui a fait vraiment tout le travail. Donc, de nouveau, je pense que si Pedersen veut pouvoir rivaliser avec les meilleurs, il doit prendre la course à son compte. Et peut-être lui-même forcer, alors pas la décision, mais en tous les cas, le bon groupe et essayer d'isoler peut-être les Van Aert, les Van Der Poel. Lui, peut-être se retrouver avec un coéquipier et faire travailler justement ses rivaux directs. Et c'est vrai que
c'est un coureur qui est encore en pleine ascension. Il est encore jeune finalement, hein, Mads Pedersen. Sur le round, moi, il me semble encore un tout petit peu court par rapport à Van der Poel et à Van Aert quand ceux-ci sont en forme. Mais si Pedersen est au top de sa forme ici sur le 3, pour moi, il est capable, toujours dans cette année, dans la configuration qu'on connaît, on sait que Van der Poel, il va être au rendez-vous, hein. Faut pas, mais il est un tout petit peu plus tard que l'année passée sur son état de forme. Van Aert, il revient de stage, on ne sait pas dans quelles conditions, et surtout, il prépare le round. Donc, c'est peut-être l'année ou jamais pour Pedersen Mmh. pour accrocher le 3. Ouais. Un autre garçon dont j'aimerais vous parler, là, ça va beaucoup plus vous étonner, c'est Arnaud Delis. Mmh. Heu, Arnaud Delis, donc je ne l'ai pas mis dans mon top 5, Romain, comme tu pensais peut-être que j'allais le faire. Non, mais blague à part, Arnaud Delis, le 3, c'est un grand objectif pour lui, un des tout gros objectifs de sa saison. Hem, il n'est pas gâté, hein, depuis le début de saison. On pourrait certains trouveraient peut-être même son début de saison décevant. Oui et non, parce qu'au final, il a montré aussi des très belles choses, par-ci par-là. Il a presque balancé la Bridoneux Classic là, en faisant des efforts complètement insensés pour un gars qui aurait voulu gagner la course et je pense qu'il l'a pris vraiment comme ça d'ailleurs. Il voulait faire des efforts pour être prêt pour le 3, c'est son objectif et moi ça me plaît de fou parce que là, on a Arnaud Delis qui fait de l'E3 son objectif, une course où il y a donc tous les favoris, on l'a déjà dit, pour ce genre de course. Donc là, on va voir Arnaud qui va être face à un énorme test. Heu, Qu'est-ce que vous en attendez? Que peut-on attendre d'Arnaud Delis sur une telle course et face à une telle concurrence? Il peut gagner, clairement. Le le truc, de nouveau, avec toutes les conditions qu'on a dites depuis le début de cet épisode, le là où j'ai un petit bémol à lui coller, c'est que justement depuis le début de la saison, la roue tourne pas trop en sa faveur et que, ça a été tellement facile pour lui pendant 2 ans. Hein. Quand je dis facile, c'est lui qui va aller chercher, hein, faut pas, mais c'était entre guillemets «tellement facile» pour lui pendant 2 ans que maintenant que ça va un petit peu moins bien, c'est là qu'on ressent toute la pression des supporters, mais surtout aussi des médias qui sont sur lui, et donc il faut voir comment il peut digérer ça. On a vu qu'il était tendu, sur, c'était laquelle, la course où il tombe? Sa main, Sa C'était le main. Samin, sa main. effectivement. Paris-Nice, moi je pense que c'est une très, très sage décision de sa part d'avoir, décidé d'arrêter les 2 courses les 2 étapes qui lui étaient, heu, «promises» entre guillemets, étaient passées, et puis, skipper, Milan-San Remo pour faire, Briedene et Denain la veille, c'était ce qu'il fallait faire, et d'ailleurs, Chouette. il était cherché notamment en termes de points UCI également, hein, il était chercher des points qu'il n'aurait pas fait, sur San Remo. Donc là, il arrive à bonne température, on va dire, mais il faut voir comment dans la tête ça va fonctionner, et si la course est durcie, et c'est ça qu'effectivement je te rejoins, Damien, quand tu reviens sur la Bridonne où on se rappelle qu'à 100 bornes de l'arrivée, il démarre dans le Kemmelberg, on se dit: «Qu'est-ce qu'il fait?» Enfin, mais oui, j'aimerais voir Arnaud Delis faire la même chose, sur le 3, et peut-être, comme on vient de citer un Mats Pedersen avant, quelqu'un qui va forcer la création du groupe, et pourquoi pas quelqu'un comme Arnaud Delis pour justement isoler très rapidement, les meilleurs, et puis se mesurer à eux dans une course où, comme tu l'as dit en intro, c'est pas le round, c'est le petit round. On sait que le round, c'est une course qui chatouille les narines d'Arnaud Delis. Donc peut-être qu'avant de pouvoir revendiquer un round cette année-ci, le 3, c'est une bonne étape pour à franchir avant de voir plus haut. Et donc ce serait idéal effectivement dans une année, comme on l'a dit pour Mads Pedersen, qui peut être idéal pour Arnaud Delis, à ceci près que Mads Pedersen est arrivé en grande forme depuis le début de la saison. Arnaud Delis se cherche encore un Ouais. petit peu malgré des quelques images. On a tous vu cette remontée de bordure, hallucinante. Donc il est fort, il a les jambes. Il faut que maintenant toutes les petites, tous les petits ajustements soient au même endroit pour que la roue tourne dans le bon sens cette fois-ci jusqu'au bout. Ouais, je suis assez d'accord avec Romain, dans la tête, ça va être un sacré défi pour lui et du coup, je te rejoins là, pour moi, c'était une bonne idée de ne pas le faire aller sur Milan-San Remo parce qu'il semble à cran, il subit beaucoup de pression, il a eu beaucoup de courses difficiles psychologiquement depuis le début, de la saison. Je pense que c'était une bonne chose, de le ménager, d'un monument à ce moment-ci de la saison. Maintenant pour ce qui est de l'E3, moi je pense que, en termes de puissance pure sur un effort de 40 secondes, 1 minute, je pense qu'il n'a rien à envier
à tous les plus grands outsiders, pour le dire avec mesure. Vraiment, hein, même à un Pedersen, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à lui envier. Par contre, là où c'est peut-être un peu plus compliqué, là où je m'interroge en tout cas, c'est, forcément son placement et l'agilité peut-être aussi et puis encore plus sur l'enchaînement de très gros monts pavés, sur la durée du vieux Cormont qui est quand même vachement dur. On voit qu'un Wout van Aert, le vieux Cormont, c'est compliqué pour lui, alors j'imagine que pour un Dely, ça l'est aussi. Donc l'enchaînement Paterberg, vieux Cormont, je me pose des questions pour ce qui est d'Arnaud Dely. Mais sur un, Tiggenberg, un Tyenberg ou quoi, comme je disais, tout à l'heure, je pense qu'il a pas grand-chose à envier au tout meilleur. Bah, écoutez, je suis super content de vous entendre dire ça, à mon avis, c'est parce que je l'aime tellement que je préfère me préparer, à pas terrible et être content finalement du résultat. Moi, j'ai un peu peur. Au niveau de ce qui se passe dans la tête, je pense que ça va parce que je pense qu'il va être justement surmotivé. J'ai l'impression, je le connais pas, je sais pas pourquoi, j'ai cette impression que c'est un truc qui peut que le motiver, ce qui tourne pour l'instant et maintenant il peut vite s'agacer aussi, je pense, hein, on l'a vu. Hem, j'ai un peu peur qu'on veuille le placer trop haut. C'est quand là, on parle quand même, vraiment du top niveau. Au-dessus de ça, il y a juste, le run dans ce genre de course, quoi, hein, Ouais. Pour moi, c'est et le vieux je Cormont, en fait. C'est l'enchaînement Paterberg-vieux Cormont qui lui sera fatal. ouais, Mais un grand Wevelgem, par exemple, il y a pas un monde où il peut pas le gagner, quoi. oui, oui, ça, c'est autre chose. Mais justement, là, on parle d'une course dure Ouais. avec, tous les meilleurs et Mmh. voilà, c'est parce que c'est aussi, sexy, j'allais dire chez nous, mais pas que chez nous, en fait. Arnaud Delis, il est «vendeur» entre guillemets, Ouais. un peu partout. Mais, je pense qu'il y a des noms moins sexy qui sont pourtant, au-dessus, dans la hiérarchie, ne fût-ce que, bah, le bloc Visma, même sans le jeu d'équipe. Alors il y aura toujours le jeu d'équipe en plus, mais voilà, il y a Jorgensen par exemple, bah, ça me semble au-dessus par exemple. Enfin voilà, je sais pas. Je Sur pense qu'il y a l'enchaînement peut-être, mais bah, à lui de nous le prouver, hein. Sur l'enchaînement, peut-être qu'un Jorgensen va être plus costaud, mais c'est vrai qu'Arnaud Delis a tout pour venir briller sur une course comme le 3. en fait, quand on voit le mur, comme il le montre sur le Newsblatt, alors on se dit: «Bah oui, il a tout». Mais comme tu dis, c'est les enchaînements, c'est les Mmh. répétitions. La course, elle est quand même beaucoup plus dure qu'un Newsblatt. Ouais. Et voilà, j'espère qu'il a assez de caisse que pour, résister aux meilleurs sur cette course. Je lui souhaite, je l'exclus pas du tout. En fait, c'est ça qui est un peu, particulier, c'est que je ne serais pas étonné qu'il soit pas dans le top 10, comme je ne serais pas étonné qu'il soit, 4-5e quoi. Bon gagner, Romain, j'entends, ce serait magnifique, mais, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, il y a les deux Ouais, au-dessus, hein, ouais. déjà, donc, voilà. Voilà, écoutez, on verra, hein. Ouais, c'est un peu le lot des grands talents, hein. Il y a plein d'interrogations, les années passent, les mois passent, mais il nous reste encore plein de questions et c'est ça qui est excitant aussi. Oui, oui et puis, c'est un peu des débuts quand même pour Dely. Oui, il a déjà fait un Tout à Milan-San fait. Remo l'année passée, il était passé à côté, mais c'est même pas comparable de toute façon. Il a eu un Roubaix où il a été malchanceux. De nouveau, c'est pas comparable. C'est une énorme course, mais c'est en rien comparable avec ce genre de course. Mmh. Donc là, c'est un peu des débuts pour lui quand même sur une course de cette envergure. Ouais, et c'est Donc un c'est gros difficile de test. le situer. Ouais, vrai gros test. Mais en tous les cas, et ça va même encore plus loin que quand on en parlait pour Pedersen, je pense pas qu'ils doivent se contenter de suivre. Ah Il oui, doit à non. un moment ou l'autre prendre Mmh. la poudre d'escampette. Pour les outsiders, je vous le disais, on pourrait en citer plein. Plutôt que de faire tout un tour de la start list, moi, il y a 2 noms que j'ai envie de retenir parce que, bah, ils sont dans une situation un petit peu, particulière, qui est assez positive d'ailleurs pour eux. Le premier que j'ai envie d'évoquer, c'est, Julian Alaphilippe. Julian qui, nous a fait un bon bilan sur Remo. Il termine 9e alors qu'il a une crevaison dans le final. On n'avait pas du Julian Alaphilippe en mode champion du monde, hein, mais c'est quand même du Julian intéressant, pardon. Ils sont pas beaucoup à basculer finalement au-dessus, quand même du podium et il est dedans. Alors on sait que Julian, il a fait des classiques pavés, un objectif cette année. Hem, est-ce que vous pensez que son «retour» entre guillemets au premier plan, sur Milan-San Remo, c'est parce que le Milan-San Remo n'est pas très difficile et que donc, ça n'ira pas ici sur le pavé? Ou est-ce que vous avez envie d'y croire? Et alors je parle pas du run, mais ici on parle de l'E3. Est-ce que vous vous dites: «Bah, il va quand même falloir le tenir à l'œil sur la campagne là qui arrive»? Je me permets pas encore d'y croire, je suis très content de son Milan-San Remo et franchement, j'y aurais pas cru. C'est vraiment beau de le voir à ce niveau-là et donc ça prouve qu'on doit encore compter sur lui. Maintenant, je trouve ça, voilà, en effet, le Poggio, c'est 5 minutes 30, 5 minutes 40. Voilà, du kilomètre 80 jusqu'au kilomètre 30 sur, le 3, c'est quand même un sacré bel enchaînement. Je suis pas encore sûr qu'on peut envisager Alaphilippe, au niveau des tout meilleurs à ce niveau-là. J'y crois d'ailleurs pas, très honnêtement, mais je serais ravi de me tromper.
et puis il va crever, il va tomber, on va le faire tomber. Il a la poids. Parce que Milan-San Remo, manifestement, il termine sur crevaison lente. Ouais. Enfin, c'est hallucinant la guigne qu'il a. Il y a quand même un élément que moi j'étais passé à côté, mais Rodrigo Benkens, qu'on aime beaucoup sur ce petit plateau, l'a dit en direct sur Milan-San Remo. Julien Alaphilippe a fait 6e, je pense, en début de saison, de je ne sais plus quelle course à étape. C'est l'UAE Tour Down Tour. Under. Le Tour Tour Down Down Under, c'est Under. ça, ouais, le Ouais. Down Under, effectivement. Son meilleur résultat sur une course à étape World Tour depuis son fameux Tour de France 2019. Alors, c'est le Tour Down Under, c'est le début de saison, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on prend ce petit signe-là, si on prend le petit signe de bilan San Remo, si on sait tout ce qui se passe en interne et le côté revanchard de Julien, l'envie aussi certainement de prouver il peut mériter un beau contrat l'année prochaine, que ce soit chez Soudal, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, qui dit que c'est lui qui va partir et pas Lefebvre, enfin ça c'est un autre débat, mais voilà, que ce soit là ou ailleurs, donc c'est plein d'éléments qui me font espérer que cette année-ci sera une très nettement meilleure année que l'année passée. Euh, et après, est-ce qu'il peut de nouveau rivaliser avec Van Aert et Van Der Poel quand ces deux-là sont en forme? Non, non. Et comme De Ligt, comme Pedersen, c'est quelqu'un qui va devoir prendre la poudre d'escampette en amont. Mais voilà quand même déjà 3 noms qu'on vient de citer. Imaginez que ces 3 gars-là attaquent avec un Van Baarle qui les suit, et pourquoi pas un Craig Andersen. Van Der Poel et Van Aert ne bougent pas derrière. Et là, ça devient intéressant pour tous ces gars-là. On n'y est pas encore, mais ça, ce serait un scénario qui peut être vraiment chouette. C'est un peu le scénario qu'on avait vu il y a maintenant presque un an au Round, quand les principaux outsiders avaient tous attaqué de concert. On avait vu après que Pogacar, Van Der Poel et Van Aert étaient revenus avec au moins 3 minutes. Ils ne pourront pas le faire ici parce que c'est moins long, parce que c'est moins exigeant malgré tout. Et donc, ce serait intéressant de voir si des gars pareils, à la Philippe ou autre, peuvent prendre l'initiative et mettre en difficulté, parce qu'il y a moyen malgré tout de mettre en difficulté ces super-héros des pavés. Ouais. Moi, sur Julien, je vais faire court. Euh, le cœur me dit oui et la raison me dit non. Malheureusement, je suis un peu comme Alexis. Je me dis c'est encore autre chose de réussir un E3 par rapport à Milan-San Remo. Mais bon, j'ai quand même, voilà, si j'en parle, c'est qu'au fond de moi, quand même, j'ai un petit espoir, parce que je m'attendais pas du tout, comme Alexis, en fait, l'air de rien, même si la Primavera n'est pas une course très dure, je m'attendais pas à avoir du Julien Alaphilippe qui serait là dans le bon groupe. Donc il y a cette petite lueur d'espoir et vous le savez, je l'ai déjà dit plein de fois, moi, c'est un de mes plus grands regrets dans le cyclisme, c'est la chute de Alaphilippe sur le Rund, où je suis persuadé qu'il était le plus fort. Ça veut pas dire qu'il allait gagner. Pour moi, il était le plus fort des 3. Après, est-ce qu'il allait réussir à s'envoler? Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà. Donc voilà, mon cœur crie oui de tout son être. Romain, tu parlais de coureurs qui pourraient prendre les devants. Ben, j'ai un autre nom. Je vous avais dit, j'ai 2 noms à discuter. Alors ça va me faire mal, mais bon, il va falloir que je le dise. Euh, on a Alberto Bettiol qui a retrouvé ses jambes. Ils avaient perdu depuis des années et des années. De temps en temps, il les retrouvait l'espace d'une course et puis paf, il les égarait tout de suite. Et là, il a fait 2 solides performances d'affilée en Italie. Alors, je ne sais pas ce qui lui arrive. Et en plus, en dehors des Ouais, résultats, très costaud à Milan-San Remo. incroyable. Ouais, vraiment. Incroyable. Une impression de Au-dessus de facilité Pedersen, énorme. d'ailleurs. Ah oui, 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 il était. Mais alors après, il faut toujours se méfier des impressions visuelles qu'on a. Mais moi, il me semblait mais très, très, très facile. Et bon, et c'est quand même un vainqueur du Rund dans le passé. Alors, ben, je vais vous poser la même question un peu qu'Alaphilippe. Est-ce qu'on doit y croire? Est-ce que ça ne devient pas, mais même plus qu'Alaphilippe finalement, est-ce que ça ne devient pas un homme vraiment à surveiller, notamment ici pour vendredi, où, ben, on l'a déjà dit, c'est pas aussi dur qu'un Rund. Quand je vois sa facilité, vraiment, ça me brûle la bouche de le dire, hein, mais moi j'ai envie de vous dire oui déjà. Moi, j'ai envie de dire non parce que justement, il nous a trop habitués à être fort de temps en temps et puis très vite disparaître. Mais je dis oui si il garde sa forme et si, il fait un coup tactique. À la pédale, il battra pas Van der Poel et Van Aert, je Ah oui, pense. alors je vais quand même juste préciser, parce que je ne l'ai même pas dit pour Alaphilippe, je m'étais dit je vais le dire aussi. Moi, tous les avis que je donne ici, c'est toujours derrière Van Der Poel et Van Aert, hein. Moi, je vous parle de venir au niveau de ceux en dessous de ces deux-là, hein. Ouais. Bah, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Mm. J'espère. J'espère, non, je sais pas. Je sais pas si j'espère, pourquoi pas? Je serais neutre, mais ce serait beau. Pour que Enzo revienne dans le podcast une prochaine Voilà, fois. C'est c'est pour ça ça. que tu dis ça, hein. Exact.
Bon, Romain, tu y crois, Bettiol, bien entendu, on y croit tous. Bien hein. évidemment. Non, pareil, je pense que pour la beauté d'avoir un groupe d'outsiders où on n'a pas que 2-3 noms, mais qu'on a 8-9 gars capables de dynamiter le truc, ça peut être intéressant. Et c'est vrai, je sais pas s'il aura les jambes de ses 20 ans, mais le fait d'avoir montré qu'il était bien présent en ce début de saison sur les 2 courses italiennes qu'on vient de vivre, ça va peut-être faire réfléchir ou mettre le doute, semer le doute en tous les cas dans l'esprit peut-être même des plus grands, si il fait partie de ces gars qui tout d'un coup se décident d'attaquer 80 bornes de l'arrivée. Donc ça vient mettre un peu plus de piment dans la course. Après, est-ce que je vois Bettiol battre Van Aert et Van der Poel? Non. Est-ce que je le vois battre des De Ligt, des Pedersen, des Van Baarle, des Alaphilippe? Non, non. Pourquoi pas, hein? Mais je ne le mettrai pas nécessairement, en tout cas a priori, sur ce parcours, au-dessus de tous ces gars-là, en tout cas d'instinct. Je ne sais pas. Il faudrait réfléchir. Pour les étoiles, peut-être. On a encore le temps de réfléchir à nos étoiles. Mais a priori comme ça. Et puis, il n'y a rien à faire. Hein. Milan-San Remo, c'est long, c'est exigeant, c'est dur. Il n'y a pas des pavés. L'Estradé, c'est long, c'est dur. Il n'y a pas des pavés. C'est du gravier, c'est différent. Je pense que c'est un peu moins dur quand même. Donc voilà, Bettiol, ça fait très longtemps que, et là je vais aller un peu dans ton sens, Damien, ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu Bettiol sur une course pavée, sur une vraie Flandrienne, pas sur une italienne de début de saison. Ça va vraiment faire plaisir, Enzo. Euh, Globalement, Voilà. ça a été, on n'a pas été trop virulent. Non, c'est la conclusion de Romain. J'aurais dû donner la Ouais, parole ouais, à c'est Romain ça, en hein. premier et puis on serait passé derrière. Non, mais écoutez, je pense qu'on va peut-être déjà s'arrêter parce qu'on pourrait Ouais. faire le tour de la start list. On pourrait parler des heures de cette course. En fait, je vais faire écho à la punchline d'Alexis durant l'épisode de Milan-San Remo. Au contraire, ici, si on veut faire un épisode qui dure aussi longtemps que le temps qu'on va être intéressant le 3, Ah on oui. peut y passer à bout de nuit, hein, mais on va Ouais. rester raisonnable quand même. On Ouais, va c'est clôturer. Hein. une de nos courses préférées ici au Petit Plateau, hein, on peut le dire. Ouais. Oui, clairement. Je pense que d'ailleurs, enfin, il faudra retourner voir, pour ceux qui le veulent, les épisodes de l'année passée, où on évoquait notre Flandrienne préférée. Je pense que le 3 était pas mal plébiscité. Donc oui, je pense qu'on peut s'arrêter là. Effectivement, Romain, tu l'as dit, on fera nos étoiles, hein. Donc restez attentifs et venez consulter nos étoiles. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, si vous n'avez pas de compte X, on devrait peut-être réfléchir, les gars. Je ne sais pas dans quoi je parle en direct, mais je me dis que ça peut être faisable de les mettre en commentaire, j'imagine, ou quoi au caisse, parce qu'on a de plus en plus de retours sur YouTube de gens qui ne sont pas forcément sur Ouais. Twitter. Donc ça peut être sympa aussi qu'on vous donne nos étoiles et que vous donniez les vôtres. Donc voilà. Ouais. Mais Romain, Alexis, je vous remercie pour ce nouveau numéro. Hein. Merci à toi. On va Merci suivre à les toi. courses. On se retrouvera très prochainement, de toute façon, pour le run. Hein, la plus belle course, on le rappelle, on le dit jamais assez, la plus belle course de la saison. Ouais. Et alors, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas donc à commenter, que ce soit les étoiles, que ce soit autre chose, donnez vos avis, partagez. Si vous aimez ce qu'on fait, parlez-en autour de vous. Hein. On ne gagne pas d'argent avec ça, mais on aime avoir de plus en plus de monde avec qui discuter. Donc, n'hésitez pas Parfait. à partager tout ça. Et on espère vous retrouver très rapidement donc à l'écoute du Petit Plateau pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde! Ciao, ciao. Salut tout le Salut, monde. salut.